là où il a essentiellement dit « Si je n'ai pas de nouvelles de vous avant une certaine heure, je supposerai que vous êtes incapable de remplir les fonctions de Führer et je prendrai le contrôle et le commandement du Reich. » Hitler considérait cela comme un acte de trahison extrême. Dans les derniers jours du Troisième Reich, le chaos régnait sur les champs de bataille et dans les bunkers. L'Allemagne s'effondrait sur tous les fronts, les villes étaient en ruine et les armées se désintégraient dans la défaite. Mais au-delà de la destruction de la guerre, une bataille plus silencieuse et plus dangereuse se déroulait au sein du cercle restreint d'Hitler. Une bataille de suspicion, de trahison et de confiance brisée. Parmi ceux qui lui étaient les plus proches se trouvait Hermann Göring, autrefois son héritier désigné, désormais une figure de doute et de controverse. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une défaite militaire, mais de la réaction d'Hitler lorsqu'on lui a dit que Göring s'était rendu aux Alliés. La guerre au bord du gouffre. Le 12 janvier 1945, l'Union soviétique aurait lancé ce qui allait devenir l'une des offensives les plus dévastatrices de la Seconde Guerre mondiale, l'offensive Vistule-Oder. À partir des têtes de pont établies le long de la Vistule, plus de 2 millions de soldats soviétiques, soutenus par des milliers de chars, de pièces d'artillerie et d'avions, ont déferlé vers l'ouest avec une force écrasante. Face à eux se trouvaient des lignes allemandes minces et épuisées, dont beaucoup étaient composées de divisions affaiblies, remplies de recrues enrôlées à la hâte et d'hommes plus âgés. En quelques heures, des secteurs entiers se sont effondrés. Ce qui restait des défenses orientales de l'Allemagne n'a pas pu résister à la furie de l'assaut soviétique. Les conséquences furent immédiates et catastrophiques. En moins de 4 semaines, l'armée rouge a avancé de plus de 300 mètres, balayant la Pologne et se dirigeant directement vers l'Oder, à une courte distance de Berlin même. La rapidité de l'avancée soviétique a stupéfié même les commandants allemands les plus optimistes. Fin janvier, les fers de lance soviétiques étaient à portée de frappe de la capitale allemande, leur artillerie menaçant déjà le cœur du Reich. Alors que le front de l'Est s'effondrait, l'Ouest offrait peu de réconfort. En mars, les alliés occidentaux ont traversé le Rhin en force. Les défenses allemandes, déjà brisées par des mois de bataille d'usure, les ont à peine ralenties. Les forces américaines et britanniques ont déferlé sur l'Allemagne, avançant presque sans opposition dans de nombreuses régions, s'emparant de villes, de villages et de pans entiers de territoires à un rythme qui semblait inimaginable quelques mois plus tôt. Le Troisième Reich, autrefois présenté au peuple allemand comme un empire indestructible destiné à durer 1000 ans, était en chute libre. Ses armées, autrefois craintes dans toute l'Europe, n'étaient plus que des ombres épuisées de ce qu'elles avaient été. La Luftwaffe, autrefois la fière force de Göring, pouvait à peine contester les cieux. La marine, brisée par des années de blocus et de bataille, ne commandait plus les mers. Sur le terrain, les divisions existaient plus sur le papier que dans la réalité. Leurs rangs décimés, leurs approvisionnements inexistants. Lorsque des rapports de catastrophe lui parvenaient, il les rejetait comme des exagérations ou des mensonges. La réalité était remplacée par son obsession du pouvoir de la volonté et de la foi en un renversement ultime de la fortune. Là où ses généraux parlaient de catastrophe, il parlait de miracle. Là où il décrivait la destruction, il imaginait des divisions fantômes prêtes à frapper. Parmi ceux qui avaient autrefois été les plus proches d'Hitler, Hermann Göring occupait, semble-t-il, une place unique. Pendant plus de 2 décennies, il aurait été le lieutenant de confiance d'Hitler, son confident et son successeur officiellement désigné. Pourtant, dès le début de 1945, même ce lien se délitait. Les désastres de la guerre avaient érodé la confiance, et la paranoïa d'Hitler
avait retourné la suspicion vers l'intérieur. Ce qui avait commencé comme une catastrophe militaire sur le champ de bataille devenait désormais un effondrement politique au centre même du pouvoir nazi. Et dans les semaines à venir, la relation entre Hitler et Göring allait atteindre son point de rupture. Une rupture qui symbolisait la chute du régime lui-même. Göring, de successeur à suspect. Pendant la majeure partie de l'ère nazie, Hermann Göring a incarné à la fois le prestige et la décadence du régime. As de la chasse décoré de la Première Guerre mondiale, il a rejoint le parti nazi dans ses premières années et a rapidement acquis de l'importance. Au moment où Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, Göring était indispensable. Il a commandé la SA et la Gestapo dans leurs premières années, a consolidé le pouvoir nazi en Prusse et est devenu l'une des figures les plus puissantes d'Allemagne. Hitler aurait récompensé Göring avec des titres et des responsabilités presque sans précédent. Il est devenu chef de la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, puis maréchal du Reich, en rang créé spécialement pour lui, le plus élevé de la hiérarchie militaire allemande. En 1941, Hitler est allé plus loin en publiant un décret qui désignait formellement Göring comme son successeur. Si Hitler devenait incapable d'exercer ses fonctions ou mourait, Göring devait prendre la direction du Reich. Plus qu'un simple subordonné, Göring était un confident. Peu d'hommes dans le cercle d'Hitler pouvaient parler librement en sa présence sans craindre la colère ou le châtiment, mais Göring faisait partie des rares exceptions. Mais la guerre allait transformer cette relation. Les premiers triomphes de la Luftwaffe en 1939 et 1940, le bombardement dévastateur de la Pologne, la conquête rapide de la France et la domination précoce de la puissance aérienne allemande ont conféré à Göring un immense prestige. Pourtant, ce prestige était fragile. Le tournant est venu en 1940 avec la bataille d'Angleterre. Göring a promis à Hitler que sa Luftwaffe écraserait la Royal Air Force et ouvrirait le ciel à une invasion allemande. Au lieu de cela, la Luftwaffe a subi sa première défaite majeure. La Grande-Bretagne a résisté et Hitler a reporté puis finalement abandonné l'invasion. La confiance en Göring a faibli. Les échecs se sont multipliés. Pendant l'hiver brutal de 1942 à 1943, Göring a assuré à Hitler que la 6e armée allemande encerclée à Stalingrad pouvait être ravitaillée entièrement par voie aérienne. Ce fut une erreur de calcul fatale. La Luftwaffe n'a livré qu'une fraction de ce qui était nécessaire. La 6e armée a été détruite et près de 300 000 soldats allemands ont été tués ou capturés. La catastrophe a à jamais terni la réputation de Göring aux yeux d'Hitler. Au fil de la guerre, la Luftwaffe s'est effondrée sous la pression implacable des Alliés. Les bombardiers alliés ont réduit les villes allemandes en ruines, les usines en gravats et les voies ferrées en épaves tordues. En 1945, l'influence de Göring s'amenuisait rapidement. Il portait toujours le titre de successeur, mais sa position était précaire. D'autres chefs nazis, en particulier Martin Bormann, chuchotaient constamment à l'oreille d'Hitler, alimentant la suspicion que Göring était indulgent envers lui-même, peu fiable et inapte au leadership. Pour Hitler, la loyauté était de la plus haute vertu, et dans les derniers mois de la guerre, la distance de Göring par rapport à Berlin, ses échecs avec la Luftwaffe et sa vie de luxe ont créé des doutes qui ne pouvaient être ignorés. Dans la vision du monde de plus en plus paranoïaque d'Hitler, la suspicion équivalait à la trahison. L'homme autrefois le plus proche de lui se rapprochait désormais du rôle de suspect, l'offensive Vistule et la spirale de la mort. L'offensive Vistule-Oder n'était pas seulement une autre attaque soviétique, c'était, semble-t-il, le glas de l'armée allemande à l'Est. Le commandement du groupe d'armées nouvellement formé, Vista, a été confié à Heinrich Himmler, un homme sans réelle expérience militaire. Sa nomination
a révélé la profondeur de l'illusion d'Hitler. La loyauté importait plus que la compétence. Himmler, malgré son pouvoir de Reichsführer SS, était totalement incapable de commander de grandes formations dans une guerre moderne. Les divisions Panzer, qui comptaient autrefois des centaines de chars, ont été réduites à une poignée d'engins. Des divisions entières n'existaient que sur le papier, remplies de garçons tirés des jeunesses hitlériennes et de vieillards du Volksheim. Malgré cela, Hitler exigeait des contre-attaques. Des ordres ont été donnés pour lancer des offensives en Poméranie et en Hongrie. Des attaques sans aucune chance de succès. Les généraux qui remettaient en question les ordres risquaient d'être destitués, voire pire. Même lorsque ces offensives se sont effondrées, Hitler a refusé de reconnaître la réalité. Il exigeait la défense des villes-forteresses à tout prix, assurant ainsi que des garnisons entières soient encerclées et détruites. Le bilan a été catastrophique. Des armées se sont rendues en Crimée, dans le Caucase et en Prusse orientale. Des troupes vétéranes ont été anéanties, tandis que de nouvelles divisions levées à la hâte sans entraînement ni équipement ont été jetées dans des batailles désespérées. Partout, le schéma s'est répété. Encerclement, effondrement, destruction. Cette série de catastrophes a exacerbé la paranoïa d'Hitler. Chaque défaite était imputée non pas à la stratégie ou à la puissance ennemie écrasante, mais à une supposée trahison, à la lâcheté ou à l'incompétence. La suspicion est devenue sa réaction par défaut. Même ses subordonnés les plus loyaux étaient examinés de près pour détecter des signes de déloyauté. C'est dans ce climat qu'Hitler a tourné son regard vers Hermann Göring. Göring n'était pas au front. Il n'était pas dans le bunker de Berlin à partager le sort du régime. Il était à Karenhall, entouré de trésors apparemment loin de la lutte qui consumait l'Allemagne. Tension de leadership. Au cours du sombre hiver 1945, le haut commandement allemand aurait été réduit à une poignée d'hommes tenant des conférences privées dans des pièces faiblement éclairées à l'abri des oreilles d'Hitler. Ces réunions, qui se sont tenues en février et mars, ont révélé des vérités que personne n'osait exprimer en présence du Führer. Des généraux endurcis par des années de guerre ont admis ouvertement entre eux que la fin était en vue. Ils ont parlé avec amertume des campagnes perdues à cause d'ordres imprudents, des armées gaspillées dans des offensives féodales et du refus obstiné d'Hitler d'autoriser des retraites tactiques, même lorsque les circonstances l'exigeaient. Chaque mot portait le poids de l'effondrement imminent d'une nation. Certains généraux ont avoué que leurs hommes ne se battaient plus avec conviction. Ils avaient vu trop de camarades laissés pour compte dans des champs enneigés et trop de villes sacrifiées au nom du maintien du terrain à tout prix. La foi de la Wehrmacht en la victoire s'était évaporée. La seule chose qui restait était le devoir sinistre de prolonger l'inévitable. Pourtant, aucun d'entre eux ne pouvait se résoudre à dire ces vérités directement à Hitler. Il savait ce qui attendait quiconque osait le faire. Hitler, à son tour, ne pouvait et ne voulait pas reconnaître les réalités que ses généraux tentaient de lui faire comprendre. Pour lui, la défaite était impensable. Ses proclamations sont devenues de plus en plus détachées de la réalité, mais personne ne pouvait les contester. Douter, c'était inviter la suspicion, et la suspicion se terminait souvent par la disgrâce, voire pire. C'est dans cette atmosphère étouffante de méfiance et de peur que l'absence d'Hermann Göring à Berlin est devenue manifeste. Alors qu'Hitler était assis dans le bunker sous la chancellerie du Reich, entouré de gravats et du grondement sourd de l'artillerie, Göring vivait dans un tout autre monde. À Karenhall, son somptueux domaine à l'extérieur de Berlin, il jouissait de conforts inaccessibles à la plupart des Allemands. Vin fin, repas riches et trésors volés dans toute l'Europe occupée. Pour Hitler,
qui se vantait de partager les souffrances de la nation dans ses heures les plus sombres, la retraite de Göring dans le luxe était une trahison de l'esprit, sinon encore de l'acte. Les rumeurs allaient bon train, et les questions de loyauté sont devenues impossibles à ignorer. À l'intérieur du bunker, en avril 1945, le Reich s'était, semble-t-il, réduit au couloir claustrophobe du bunker du Führer. Au-dessus du sol, Berlin était en ruine. Des quartiers entiers s'étaient effondrés en tas de pierres et de cendres. Le tonnerre de l'artillerie soviétique faisait trembler les murs jour et nuit, rappelant à tous ceux qui se trouvaient à l'intérieur du bunker que le temps se mesurait non pas en mois ou en semaines, mais en jours. Hitler lui-même s'était considérablement détérioré. Autrefois l'orateur enflammé, capable de soulever les foules avec des discours interminables, il était désormais une figure émaciée et brisée. Sa peau était pâle, son corps affaibli. Sa main gauche tremblait de manière incontrôlable. Sa démarche était devenue traînante. De longues périodes de silence alternaient avec des explosions volcaniques de rage, chaque épisode le laissant encore plus épuisé. Pourtant, la faiblesse de son corps ne semblait qu'alimenter l'intensité de son esprit. Il fulminait sans cesse contre la trahison, la traîtrise et la prétendue lâcheté des généraux qui, selon ses propres termes, l'avaient laissé tomber à tous les niveaux. Autour de lui se regroupaient les vestiges de la hiérarchie nazie. Goebbels, toujours fidèle et fanatiquement loyal. Martin Bormann, manipulateur et intrigant. Heinrich Himmler, froid et calculateur, mais manœuvrant secrètement pour sa propre survie. Leurs conversations chuchotées emplissaient le bunker d'un air de conspiration. Dans cet environnement empoisonné, la loyauté est devenue l'unique obsession d'Hitler. Les rapports faisant état de pertes catastrophiques sur le front ont été rejetés comme des mensonges. Même son personnel le plus fiable s'est retrouvé sous le coup de la suspicion. Le bunker était devenu un théâtre de la paranoïa, où chacun était à la fois un acteur et une victime potentielle. Pour Göring, cette atmosphère s'est avérée fatale. Il avait longtemps bénéficié d'une place privilégiée dans le cercle d'Hitler, étant son héritier désigné depuis 1941. Pendant 2 décennies, il avait été l'incarnation de la confiance d'Hitler, un homme dont la loyauté était considérée comme hors de doute. Mais à mesure qu'Avril s'assombrissait, même la réputation de Göring ne pouvait le protéger de la suspicion corrosive qui définissait les derniers jours du Führer. Le décret même qui l'avait autrefois élevé au poste de successeur allait bientôt le jeter dans la disgrâce. Göring à Carenhal. Contrairement à l'enfer qui consumait Berlin, Göring vivait dans un environnement qui semblait presque d'un autre monde. Carenhal, son vaste domaine dans les forêts au nord de la capitale, était un monument à son pouvoir et à sa cupidité. Les halls étaient remplis de peintures, de sculptures et d'artefacts inestimables pillés dans toute l'Europe. Les murs brillaient de tapisseries, les sols de marbre, tandis qu'au-delà des fenêtres s'étendaient des jardins soignés, intacts par la guerre. Malgré le confort qui l'isolait, Göring n'était pas aveugle à l'effondrement de sa position. Autrefois commandant flamboyant de la Luftwaffe, il avait promis à Hitler la victoire depuis les cieux. Mais en 1945, la Luftwaffe était une force brisée. Ses avions étaient détruits plus vite qu'ils ne pouvaient être remplacés. Ses pilotes étaient inexpérimentés. Ses réserves de carburant étaient presque inexistantes. Göring essayait toujours de défendre son service devant les généraux et le personnel, mais ses paroles sonnaient creux. Les hommes qui respectaient autrefois son pouvoir le considéraient désormais comme une relique, gonflée de richesses et s'accrochant aux gloires passées. Et pourtant, malgré tout, Göring s'accrochait toujours à son titre d'héritier d'Hitler. Il était écrit, codifié et reconnu dans le décret de 1941. Si Hitler mourait
ou devenait incapable d'exercer ses fonctions, Göring devait prendre la direction du Reich. Pour lui, ce n'était pas seulement un titre, mais une bouée de sauvetage, un bouclier juridique contre l'insignifiance. Alors que le Reich s'effondrait autour de lui, Göring s'accrochait à la conviction qu'il était destiné à hériter de ce qui restait. Mais le moment de vérité approchait rapidement, et il allait s'avérer bien plus périlleux qu'il ne l'imaginait, le télégramme. Le 22 avril 1945, l'histoire a atteint un tournant à l'intérieur du bunker. Pour la première fois, Hitler a admis à voix haute que la guerre était perdue. Dans un accès de désespoir, il a déclaré que la Wehrmacht l'avait laissé tomber, que le peuple lui-même était indigne de sa vision et que tout ce qu'il avait construit s'effondrait. Les mots ont frappé l'élite nazie comme un coup de tonnerre. La panique s'est répandue dans les halls souterrains alors que les ministres et les généraux se démêlaient pour calculer leurs chances de survie dans un monde au-delà du Reich. À Karen Hall, Göring a reçu la nouvelle de l'aveu d'Hitler. Pour lui, les implications étaient claires. Le Führer avait reconnu la défaite et parlait ouvertement de la mort. De par la loi et par le propre décret d'Hitler, Göring était le prochain sur la liste. Si Hitler se résignait au suicide, quelqu'un devait assumer la direction. Le fardeau, ou peut-être l'opportunité, revenait à Göring. Le 23 avril, il a composé un télégramme. Son libellé était prudent, différentiel, conçu pour montrer la loyauté plutôt que l'ambition. Il l'a formulé comme une question, pas comme une exigence. Devait-il, conformément au décret, assumer le commandement du Reich en l'absence d'Hitler? C'était, du moins dans l'esprit de Göring, une question parfaitement légitime nécessaire pour assurer la continuité du gouvernement. Mais le message n'est pas parvenu entre les mains d'Hitler comme Göring l'avait prévu. Martin Bormann, toujours vigilant pour protéger sa propre influence, a intercepté le télégramme et en a tordu le sens à Hitler. Bormann l'a présenté non pas comme une requête respectueuse, mais comme un ultimatum voilé, un coup d'État à peine déguisé. Selon Bormann, Göring n'attendait pas la permission. Il s'emparait du pouvoir. L'effet sur Hitler a été immédiat et explosif. Déjà rongé par la paranoïa, il a vu dans les mots de Göring, non pas la loyauté, mais la traîtrise. Pour lui, c'était la preuve que même son plus ancien compagnon, l'homme qu'il avait autrefois appelé son successeur sans hésitation, complotait maintenant pour l'usurper. La rage a déferlé dans le bunker, résonnant dans ses couloirs de béton, alors qu'Hitler dénonçait Göring avec venin. Ce qui avait commencé comme un télégramme prudent est devenu le catalyseur de l'une des plus furieuses trahisons du Führer. La scène était plantée, et le sort de Göring était en suspens. L'explosion, la réaction d'Hitler. Le télégramme est arrivé dans le bunker d'Hitler comme un coup de tonnerre dans le silence étouffant du monde souterrain où il existait désormais. Le Reich s'effondrait sur tous les fronts. Berlin brûlait au-dessus, et pourtant, à l'intérieur de ces murs de béton claustrophobe, Hitler s'accrochait à ses illusions de commandement. Le télégramme était, dans son essence, une question de succession. Göring avait cherché à obtenir des éclaircissements sur la question de savoir s'il devait assumer la direction si Hitler était incapable d'exercer ses fonctions. Mais dans l'esprit d'Hitler, Göring l'avait déjà trahi, tendant la main vers le pouvoir alors que le dictateur respirait encore. La réponse d'Hitler a été immédiate et volcanique. Le bunker a résonné de sa fureur alors qu'il entrait dans l'une des dernières grandes colères de sa vie. Les années de méfiance accumulées, les déceptions qui avaient couvé depuis que la guerre s'était retournée contre lui, se sont maintenant concentrées sur Göring. Hitler l'a déclaré traître au Reich. Il l'a dépouillé de tous les rangs et honneurs, titres et fonctions qui avaient autrefois marqué Göring comme l'héritier présumé de l'État nazi. En un seul éclat de voix, l'homme qui s'était tenu aux côtés d'Hitler pendant plus de 2 décennies a été réduit à un paria. Hitler a ordonné l'arrestation de Göring
et l'a placé en résidence surveillée. Pour Hitler, le télégramme ne représentait pas la continuité du leadership, mais le langage de la reddition. Berlin était encerclé. Les soviétiques avançaient sans relâche, et Hitler exigeait seulement que ses partisans se battent jusqu'à la mort par loyauté envers lui et envers le régime. Les mots de Göring ne pouvaient alors signifier que cela. Il avait abandonné. Et dans l'univers moral déformé d'Hitler, la reddition n'était pas simplement une faiblesse. C'était l'ultime trahison, pire que n'importe quelle défaite sur le champ de bataille. Maintenant, dans la pénombre étouffante du bunker, il était condamné comme un traître, sa loyauté rejetée, son avenir anéanti, le dénouement. Une semaine plus tard, le 30 avril 1945, Adolf Hitler a mis fin à ses jours. Alors que les troupes soviétiques n'étaient qu'à quelques rues de là, la ville réduite en ruines et son Reich irrévocablement détruit, le dictateur s'est réfugié dans la mort. Il est mort rongé par l'amertume, méprisant Göring avec autant de venin qu'il en réservait aux armées ennemies qui se rapprochaient. Son dernier jugement sur son successeur choisi fut la condamnation. Sa dernière pensée pour Göring, une pensée de trahison. Pourtant, le propre destin de Göring s'est déroulé différemment. Dépouillé de toute position et de toute autorité, il a dérivé dans le chaos de l'effondrement de l'Allemagne. Le 6 mai 1945, il s'est rendu non pas aux Soviétiques, mais aux forces américaines. Sa décision n'était pas un acte de fidélité à Hitler ou à la cause nazie. C'était un calcul de survie. Göring espérait que sa position de maréchal du Reich et son prestige passé lui permettraient de négocier son traitement, peut-être même de sauver un fragment du pouvoir et du confort dont il avait autrefois joui. Dans l'ironie de l'histoire, Hitler n'a jamais vécu pour voir la véritable reddition de Göring. La dernière fureur du dictateur avait été suscitée par le télégramme lui-même, et non par l'acte de capitulation effective de Göring, mais par sa perception que Göring l'avait déjà abandonné en esprit. Le télégramme a suffi à Hitler. C'était la blessure finale, la confirmation que même ceux qui avaient autrefois été les plus proches de lui étaient désormais infidèles. Alors que Berlin tombait et que la guerre atteignait sa conclusion apocalyptique, le suicide d'Hitler et la capture de Göring ont marqué les deux faces du même effondrement. L'un a choisi la mort dans un bunker scellé, impénitent jusqu'à la fin. L'autre a choisi la survie uniquement pour faire face au jugement du monde qu'il avait autrefois terrorisé. L'héritage de la trahison. La fureur qui a consumé Hitler en réponse au télégramme de Göring n'était pas simplement la colère d'un homme trahi par un subordonné. C'était le symbole du Reich lui-même qui se déchirait à vif. Le système nazi, construit sur des serments de loyauté, une obéissance absolue et une dévotion personnelle à Hitler, avait pourri de l'intérieur. Lorsque la défaite est arrivée, la loyauté s'est dissoute dans la suspicion, l'ambition et l'instinct de conservation. La chute de Göring a été à la fois personnelle et politique. À Nuremberg, il est apparu comme le chef nazi de plus haut rang à être jugé. Contrairement à beaucoup de ses collègues qui se sont rétractés sous l'éclat du jugement international, Göring a tenté de projeter une image de confiance, se présentant comme un soldat loyal du Reich. En 1946, Göring connaissait son sort. Condamné à mort, il choisit d'échapper à l'exécution sur la potence en se donnant la mort dans sa cellule. Tout comme Hitler l'avait fait dans le bunker, Göring cherchait à contrôler sa faim, refusant à ses ravisseurs le dernier mot. Son suicide n'était pas un acte de défi pour le Reich, mais une affirmation de sa volonté personnelle face à un jugement inévitable. L'histoire d'Hitler et de Göring, autrefois liée par la loyauté, se transformant en haine, nous rappelle la nature corrosive du pouvoir. Le Reich ne s'est pas effondré uniquement à cause des armées alliées ou des avancées soviétiques.
Il s'est effondré parce que les hommes mêmes qui l'avaient construit ne pouvaient plus soutenir l'illusion d'unité. À l'intérieur du bunker, au milieu de la paranoïa et de la peur, Hitler a révélé la vérité. La loyauté au sein de l'élite nazie était une construction fragile qui ne se maintenait que tant que la victoire semblait possible. Une fois la défaite indéniable, ce lien s'est complètement brisé. La chute de l'Allemagne nazie n'était pas simplement une catastrophe militaire, c'était l'implosion d'un système qui s'était dévoré lui-même. La fin de la Seconde Guerre mondiale a marqué la fin des armées et des empires. Mais c'était aussi la chute d'hommes qui se croyaient hors de portée de toute responsabilité. Leur destin, le suicide d'Hitler dans le bunker, la tentative désespérée de Göring de survivre et sa mort éventuelle auto-infligée en prison, révèlent la fragilité du pouvoir lorsqu'il est construit sur la peur, l'ambition et la trahison. En fin de compte, la destruction du Reich n'était pas seulement écrite dans les ruines de Berlin ou sur les champs de bataille à travers l'Europe, mais dans les relations mêmes de ses dirigeants. La chute de l'Allemagne nazie n'a pas seulement été marquée par des chars dans les rues et des armées en retraite. Elle a également été marquée par l'effondrement de la confiance au sein de ses plus hauts rangs. La réaction d'Hitler lorsqu'on lui a dit que Göring s'était rendu aux Alliés. La trahison, la suspicion et les choix désespérés ont façonné les dernières heures d'Hitler autant que les obus qui pleuvaient sur Berlin. Mais une question demeure. Le dernier geste de Göring était-il un acte de survie, d'ambition ou de traîtrise aux yeux du Führer lui-même? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous et à bientôt dans la prochaine.